Le retour d'Ener ne se joue pas en années, mais plus en mois, voire en semaines. Et les refs, cette théorie hallucinante sur Ener, Elbaf, King, Shanks, Vegapunk et Loki va vous empêcher de dormir ce soir. Le mec qui en fait pas du tout trop. Bref, salut les refs, c'est Les Yeux de Gaimon pour la série des théories du temps. Et j'espère que vous allez tous très bien, parce qu'aujourd'hui moi ça va super, et on est parti pour la première partie de la théorie sur le Ragnarok, et ce par l'énorme rôle qui jouera Ener. Allez, c'est parti. Mais si Ener n'est actuellement plus en ligne de mire depuis plus de 15 ans, même aux yeux de l'auteur, c'est sûrement car il est bien caché. CyberGhost VPN, c'est le réseau privé virtuel que ce dernier a notamment pu utiliser pour disparaître à tout jamais de la surface de la Terre. Et il m'a raconté précisément comment il a fait. Tout d'abord les refs, pour éviter tout hacking, le dieu céleste a directement téléchargé l'application, disponible au passage sur Windows, iOS, Android et toutes les autres plateformes de téléchargement. Ça lui a permis de cacher son adresse IP et de crypter chaque micro-donnée numérique que le GM aurait pu posséder sur lui. Ensuite, Enelou a usé d'une deuxième fonction principale de l'application, l'accès au contenu géobloqué. En effet, grâce à CyberGhost VPN, il est possible de modifier sa localisation de manière numérique et ainsi de faire croire à plein de sites internet que vous êtes dans un autre pays, vous offrant l'accès au passage à de nombreux avantages financiers et culturels. Pour notre ennemi même, ça lui a par exemple permis de piéger ses trackers en leur faisant croire qu'il habitait à Barcelone, d'acheter ses billets d'avion pour rentrer moins cher en feignant de résider à Delhi, ou même d'accéder à tout le catalogue Netflix japonais parmi ceux de plus de 40 pays dans le monde, lui permettant donc de regarder One Piece sur sa télé 4K en faisant croire grâce à un simple clic qu'il habitait à Tokyo. Alors les refs, si vous aussi comme Ener vous souhaitez faire partie des 38 millions d'utilisateurs présents sur la plateforme, possédant au passage une excellente note sur Trustpilot, alors foncez. En cliquant sur le lien en description, vous aurez 83% de réduction sur le site, ce qui reviendra seulement à 2,03€ par mois avec 4 mois d'abonnement offerts derrière. L'appli a également une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et c'est donc totalement sans risque. Bref, merci CyberGhost, je mets toutes les infos dans la barre d'en dessous et maintenant on peut passer sur la vraie théorie sur le retour d'Ener et du rôle hallucinant que pourrait occuper dans le futur le fameux dieu déchu. Tout d'abord, il faut se dire qu'Enelou n'a jamais été destiné à partir définitivement de l'œuvre. Il y a 20 ans, lors du SBS du tome 32, Oda le dit lui-même, il explique qu'au même titre que Crocodile apparaissait très tôt dans l'aventure à Alabasta, celui-ci avait prévu à la base l'apparition d'Ener bien plus tard dans l'œuvre. Et donc non seulement cela veut dire que dans la grosse tête d'Oda, Ener n'a pas encore eu son arc MVP avec son développement, son histoire et son évolution à son apogée, mais en plus que ce fameux arc en question, celui de Slim Shady, il est toujours pas arrivé. Et comme je vais vous l'expliquer avec plusieurs éléments expliquant point par point mon raisonnement, le frérot va arriver à Elbaf en 2024, pas une année de moins, pas une année de plus. En effet, vous le savez très sûrement, c'est pas moi qui vous l'apprends, Elbaf est très fortement inspiré de la mythologie nordique. Les casques de vikings, les armes, les dracars, le Valhalla, et même les noms de dieux nordiques comme Jord, Jarle et surtout Loki, le frère de Thor, le dieu du tonnerre dans cette même mythologie. Et lorsqu'on voit tous les liens que partage Ener avec cette culture du Nord, on se demande comment est-ce qu'Ener ne pourrait pas y avoir sa place. Tout d'abord, il existe de nombreux liens directs très étranges entre l'île de Skypiea et l'île d'Elbaf en elle-même. En premier, quelque chose que beaucoup de lecteurs ont remarqué, autre que les nombreuses références mystiques et mythologiques qui concordent entre les deux endroits, c'est un grand parallèle avec le serpent bleu de Skypiea, Nola, mentionné de manière très similaire à travers le serpent rouge sang d'Elbaf, dont Dory et Broggy parlaient au chapitre 129 de l'œuvre. D'ailleurs, Nola est directement inspiré de Jormungand, le célèbre monstre serpent de la mythologie nordique ayant enclenché le Ragnarok et celui qui causera intentionnellement la mort de Thor, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Cette relation puise également toutes leurs références dans de nombreux color spreads, notamment dans celui du chapitre 937 où Oda nous lie directement, explicitement Ener et Elbaf. Sur la planche, pour ce qui est de Skypiea, on peut directement y observer les Southbirds de Jaya, la référence au dieu du soleil sur le dos de Zoro pour l'arc Chandora, ou à Ener sur la lune grâce à Brook et son télescope. Tandis que pour Elbaf, vous l'avez sûrement déjà remarqué, mais on observe un gros casque de viking sur la tête du sop, ainsi que 3 cartes représentant une île avec des montagnes, des épées, un grand serpent et un château royal. Des choses qui, en voyant ça devrait vous rappeler une certaine île. Personnellement, je pense même que les deux îles ne sont pas que liées spirituellement, mais qu'elles sont aussi liées physiquement, reliées l'une à l'autre. En effet, sur l'île céleste, on peut observer un arbre mythologique du nom de Giant Jack, directement et officiellement inspiré du célèbre conte de Jack et les haricots magiques, où se trouve en haut du fameux haricot, qui est représenté dans One Piece, des géants. Mais surtout ici, on a un grand mystère à cause duquel beaucoup de fans se sont creusés la tête à l'époque, et c'est assez simple.
où est le début du haricot? Bah oui, ça peut paraître super con ce que j'ai dit, mais on a beau avoir vu la partie N-terminale de celui-ci, la fin du haricot, le haricot magique de Skypiea nous est seulement montré de moitié. Et lors d'une case représentant le dessous de l'île nuageuse, on voit bien que le haricot débute autre part. À l'époque, des fans sur les forums avaient même dessiné à quoi pouvait ressembler ce haricot s'il était relié à Elbaf. Chose maintenant qui ferait du coup complètement sens. Surtout depuis le chapitre 866, où vous le voyez à l'écran, on peut observer Elbaf avec de mystérieuses formes végétales, y ressemblant beaucoup d'ailleurs, étant enroulées autour. Et ce lien, les refs, il expliquerait enfin la présence d'un géant sur la carte de Skypiea du chapitre 219. Oui, pas sur Little Garden avec ses deux trous de balles, ici on parle de Skypiea. Sur la carte de Skypiea, un géant est littéralement représenté en train de se balader comme si de rien n'était. Bref, que ce soit philosophiquement ou physiquement, l'arc Skypiea est donc directement lié à celui d'Elbaf. Et notre Enelu ne fait pas exception. C'est comme en cuisine, voilà, le poulet est là en train de mariner et il n'attend qu'une chose pour passer à la casserole, l'évaporation de l'huile. Bon, je m'y perds de ouf là, mais vous m'avez compris. Ce qui ferait office d'huile ici, c'est Ener. Ener est lui-même énormément lié à Thor, dieu de la mythologie nordique, de par ses pouvoirs de contrôler la foudre et le tonnerre, mais surtout grâce à son orgueil incommensurable. Il se prétendra d'ailleurs dieu plusieurs fois, notamment au chapitre 257, 259, 260, 272, bref, je peux continuer comme ça longtemps. Et dans le courrier des lecteurs, Oda associe directement cet orgueil au dieu ayant réellement existé pour les Danois, Thor, le dieu des âges. Une référence poussée par la capacité de Thor à se considérer dans les mythes comme son propre élément, chose qu'Oda retranscrit parfaitement au chapitre 264. L'auteur expliquera bien d'ailleurs dans le SBS du tome 33 que les attaques des nerfs du type Eltor ou Vari étaient bien inspirées du dieu nordique de la vengeance et du dieu nordique de la foudre. Et devinez quoi, dans la mythologie viking, Thor avait justement l'habitude de se battre contre des géants en mode des grosses bagarres. Les géants étant majoritairement dans les querelles du côté de Loki, le dieu manipulateur et le demi-frère de Thor. De par ses conflits de fraternité avec celui-ci, tout le long de son enfance, le dieu de la foudre faisait partie des plus grands ennemis des géants, peu importe qu'il était un dieu ou non. Et si Oda a introduit Ener à travers le personnage de Thor, ça n'est pas un hasard, car si vous êtes connaisseur du personnage, en vrai vous vous rappelez sûrement du nom de l'ancienne cité natale d'Ener, Birka, et que celle-ci tire son nom d'une célèbre cité viking suédoise nommée étrangement elle aussi Birka, active vers le 10e siècle après JC et vénérant principalement Thor, comme peuvent le témoigner les vestiges de ses sacrifices trouvés sur place que je vous affiche à l'écran. Et selon moi, comme je le dis souvent, il y a de fortes chances que pour chacune de ses créations, Oda fasse beaucoup de recherches afin d'utiliser les meilleurs termes, les termes propices à chaque situation et surtout à chaque personnage. Donc bon, d'accord, Elbaf, on a compris. Mais comment toi, petit youtubeur à qui on pourrait s'abonner, activer la cloche, commenter, partager la vidéo si on aime et même peut-être tabasser la barre des pouces bleus comme si celui-ci nous devait des sous, peux-tu nous prouver qu'Ener retournera dans l'œuvre? Parce que jusqu'à preuve du contraire, le pélo est sur la lune. Et bah écoute-moi bien mon frérot, parce qu'il y a une logique toute tracée. Tout d'abord, la revanche. Dans One Piece, les revanches des adversaires de Luffy, c'est une tradition et c'est crescendo. Alvida, Baggy, Crocodile, Lucci, César, Big Mom, bref, Ener est un personnage important qui fait partie des ennemis de Luffy n'ayant pas pu obtenir une revanche digne de ce nom. On aurait donc dès son arrivée un magnifique parallélisme entre l'humain qui ne peut pas accepter qu'il n'est pas un dieu, Ener avec son armée prête à combattre, et le dieu qui ne peut pas accepter qu'il n'est pas un humain. Le dieu officiel du soleil face au pseudo-dieu de la lune. Ouah, le poète. Enelu est également représenté sur le chapitre 833 de One Piece en compagnie de grenouilles, symbole d'amphibien japonais représentant littéralement, après un simple Google search, la notion de retour. Ensuite, on a le développement de l'histoire. L'ancien dieu de Skypiea permettra donc également de partager ces informations fraîchement acquises grâce aux Spaces sur la lune avec les Mugi, confortant la théorie qu'Oda allait faire d'Elbaf l'arc de la révélation de l'histoire de One Piece en collant bout à bout tous les événements d'il y a 800 ans et complétant, comme je l'ai dit plus tôt, les livres d'Elbaf composés exclusivement des archives d'Ohara, comme nous l'avions vu au préalable au chapitre 1066 avec Vegapunk. Et son développement, les refs, car il y a énormément de choses et de mystères sur le passé d'Ener créés par l'auteur, comme cette phrase du chapitre 264, sûrement liée à la raison qui lui a fait détruire sa propre île natale, ainsi que tout son passé d'ailleurs, et où est la fameuse cité lunaire actuellement sur la map, puisque Mac Kingsley prétend que Bilka aurait tout simplement disparu, n'ayant laissé aucune trace, quelque chose qui peut faire penser à d'autres événements dans le passé. Mais les refs, tout ce qu'Ener peut au final orchestrer et apporter parmi ces choses, ce n'est rien comparé à la vraie révolution qu'il pourrait entraîner d'un coup. En effet, je pense que la
principale utilité du retour d'Ener sur Elbaf, c'est la très importante et la fameuse électricité. Ça paraît très nul comme ça, mais écoutez jusqu'à la fin. En effet, dans One Piece, si on remarque bien, l'électricité n'existe pas, ou du moins elle n'existe pas encore. En guise de source d'énergie, on utilise la malheureuse énergie musculaire, l'énergie mécanique, hydraulique, le feu, la lumière, la vapeur et même le cola de Franky, mais aucune électricité. Ener est d'ailleurs le premier à introduire le principe même de celle-ci, en expliquant au chapitre 277 la conductivité de l'électricité sur l'or, permettant de faire fonctionner son bateau technologique. Et au chapitre 1067, on apprend qu'auparavant, une certaine et mystérieuse source d'énergie était si abondante qu'elle permettrait presque d'alimenter le monde entier. Une énergie qui, d'après le chapitre 1068, pourrait même être convertie en d'autres énergies. Donc c'est clairement l'électricité, voilà. Depuis plusieurs dizaines d'années, comme on peut le voir au chapitre 1069, Vegapunk est donc à sa recherche afin de l'utiliser pour réaliser son rêve et de créer Internet, ou l'Internet pour ceux qui vivent au 6e niveau de la prison de l'EHPAD infernale. Mais l'énergie dont on parle depuis tout à l'heure, elle existe, personne n'est fou. Et les gens ont beau penser qu'il s'agit de Luffy, je pense personnellement qu'il s'agit du Goro Goro no Mi en lui-même, nous donnant au passage des informations enrichissantes supplémentaires sur l'origine des Logia. En effet, lors des mini-aventures d'Ener, c'est la mini-aventure la plus rentable de toute l'œuvre, mais regardez, on observe au chapitre 466 Enelu y découvrir une cité antique, datant du siècle oublié. Curieux, il décide alors d'utiliser son Goro Goro no Mi, sûrement pour tout détruire vu le nom du chapitre, mais l'utilisation de son fruit active soudainement toute la cité, se mettant à conduire l'énergie d'Ener et à réveiller des robots qui y étaient au préalable. Le titre du 34e épisode étant Recharge terminée. On peut donc en déduire qu'il fut un temps, la lune possédait l'énergie électrique. Leur peuple devait avoir à l'époque le Goro Goro no Mi, d'où sa grande complémentarité avec la cité, et comme le dit la fresque, après avoir migré sur Terre sur les îles célestes, le fruit a ainsi continué de se réincarner de génération en génération à l'intérieur du peuple ailé qui le possédait au départ, jusqu'à ce qu'Ener l'obtienne, et retourne sur la lune pour réveiller la technologie. Et tout ça, on peut notamment le voir grâce au fort lien que cette électricité possède avec les lunariens, eux aussi du coup venant de la lune. En effet, au chapitre 1066, Chopper remarque qu'il est impossible de monter dans le géant de fer datant d'il y a 800 ans. Il est fait pour marcher tout seul, montrant bien que cette énergie existait et que c'est elle qui alimentait notamment les Iron Giant à l'époque, donc il y a 800 ans. Or, au chapitre 1067, Vegapunk nous révèle que ce robot, en quête d'énergie, est allé sur Marie-Joise il y a précisément 200 ans. Et là, vous allez me dire, Megaimon, c'est les dragons célestes qui habitent là-bas aujourd'hui. Eh bien oui, mais pas à leur époque. Car au chapitre 1022, Marco nous apprend qu'il y a 800 ans, à l'époque des géants de fer, le sommet de Redline était habité par la race de King, les Lunariens. Alors lorsque le robot s'est réveillé, quand il est allé à Marie-Joise pour se recharger, il y allait très sûrement dans l'optique d'y trouver ceux qui y habitaient à l'époque, c'est-à-dire les Lunariens, l'un des peuples ailés qui possédait cette énergie à son époque. D'ailleurs, pile il y a 200 ans, il s'est déroulé autre chose dans le monde de One Piece, l'alliance entre Homme-Poisson et gouvernement mondial, pile lors de leur première rêverie, après laquelle ils ne sont plus jamais revenus jusqu'à très récemment. Tous les mystérieux événements autour du trajet du fruit divin entre la lune et la terre formeraient ainsi un cycle, et ce cycle il expliquerait pourquoi Ener disait être autant attiré naturellement, spontanément par la lune au chapitre 274 et nommer cette obsession autour de la lune un retour, ce qui convient parfaitement au cycle. Bref, c'est pourquoi je pense qu'encore une fois, grâce au cycle et sûrement pour les mêmes raisons que son peuple à l'époque, Ener va être contraint de revenir sur Terre, et comme j'ai dit précédemment, sur Elbaf via tous ses liens avec cette nation, ce qui permettra la résolution de tous ces mystères du passé, l'apport des infos du siècle oublié, ainsi que sa revanche contre Luffy, et le don de la fameuse énergie que recherche Vegapunk depuis si longtemps, et dont il a besoin pour son rêve. Et moussaillon, croyez pas que j'ai menti dans la miniature, ce grand retour il est pour bientôt. En soi la théorie s'arrête là parce que j'y croirais quoi qu'il arrive les années à suivre, même si ce que je m'apprête à vous dire ne marche pas. Mais personnellement je prévois ce gigantesque événement pour 2024 précisément, pas une année de plus ni de moins. En effet, remettons-nous dans le contexte de la période historique où se déroule One Piece. Petit cours de maths de Madame Blanchard. Au chapitre 287, on apprend que les aventures de Norland se situaient vers l'an 1122. Or ce flashback datant d'il y a 400
500 ans lors de l'arc Skypea, on en déduit facilement qu'à l'époque, tout l'arc avec Ener se situait autour de l'équivalent de l'année 1522 dans One Piece. Et aujourd'hui, sur Egghead, donc 2 ans plus tard, nous sommes donc à l'équivalent de l'année 1524. Au passage, c'est donc normal que la notion de l'électricité ne soit pas encore apparue dans One Piece, car ayant été inventée au 18e siècle, celle-ci n'existe pas encore. Bref, en passant du temps sur les fandoms des dates de One Piece, lors de mes recherches, j'ai tout de suite remarqué un détail hallucinant. En effet, au chapitre 485, Kuma nous apprend que le cerveau de Vegapunk est en avance de 500 ans. Faisant donc un rapide calcul, l'année actuelle de One Piece plus le rêve de Vegapunk, 1524 plus 500 est égal à 2024. Bah oui les refs, à votre avis, pourquoi je sors la vidéo en janvier 2024? Option 1 pour donner de l'essence à la vidéo et pour mettre en marche le compte à rebours. 2 pour sublimer cette année sur YouTube et me l'approprier. Ou 3, la putain de prépa de merde qui m'a empêché de la sortir avant. Je vous laisse deviner. Bref, je pense qu'Oda va profiter de cette fameuse date 2024 pour nous faire un grand foreshadowing, vous l'avez compris, en rapport avec les inventions du génie de Vegapunk 500 ans pile en avance. Et pour cette réalisation, l'énergie est requise, l'électricité est requise, et puisque c'est Ener qui la possède actuellement, Ener est requis. Vegapunk pourrait même récupérer directement le fruit, le Goro-Goro no Mi en lui-même, mais ça, seulement dans le cas où Ener vient à mourir. Je te laisse alors aller voir ma seconde vidéo sur le sujet, où je t'expliquerai comment et pourquoi U-Rouge est destiné à tuer Ener durant l'arc Elbaf, ainsi que détruire une partie du monde grâce au Ragnarok. Et je suis très sérieux. Merci à CyberGhostVPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans la description si vous êtes intéressé pour obtenir les 83% de réduction et les 4 mois d'abonnement offerts derrière, sans oublier la garantie de 45 jours. Je te donne rendez-vous à la prochaine pause d'Oda, n'oublie pas de rêver et abonne-toi.